Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que même s'il faisait des choses, moi je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous. Merci bien, M. Ba. Nous vous exprimons toute notre compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et au même moment, nous vous remercions parce que beaucoup de victimes se sont succédées ici. Elles nous ont dit que vous avez fait beaucoup pour elles. Merci. Merci pour ce soutien. Vous étiez le président du comité d'organisation de ces manifestations, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner des explications réelles par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai. D'accord. Et vous étiez là, toutes les péripéties, tous les périples, vous avez pris part. Oui. D'accord. On va insister sur certains passages. Vous dites que ce qui vous a surtout amené à penser à cette manifestation, c'est la sortie du président Dadis au quartier Boulbiné. J'ai pas bien entendu. Le président Dadis avait fait une sortie au quartier Boulbiné. Oui. Et au cours de cette sortie, il a dit qu'il pouvait, n'est-ce pas, se présenter à toute élection présidentielle. C'était un coup de semonce et nous avons pris conscience du danger qui guettait le pays et nous avons usé juste après avec le doyen Jean-Marie au niveau des forces vives de toutes les diligences pour rencontrer le CNDD, pour aller nuitamment rencontrer le capitaine Dadis pour les amener à renoncer à leur projet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. D'accord. Et le colonel Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, a dit clairement Dadis ou la mort. C'est vrai. Ça a aussi contribué. Oui, parce que la première étape, c'était la déclaration du capitaine Dadis à Boulbiné. La deuxième étape, c'était cette déclaration du colonel Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, Dadis ou la mort, qui était pratiquement comme si c'était un programme politique. Et il y a l'événement du palais aussi, l'esplanade du palais. L'esplanade du palais est venue après, parce que c'était en crescendo que les choses se sont passées. Et la sortie de l'abbé, ça n'a pas contribué? Bon, parce que nous avions déjà pris les dispositions d'organiser la manifestation du 28 septembre avant même de savoir qu'il y avait un programme qui était esquissé pour que le CNDD puisse aller à la baie, puisque la lettre d'information à la mairie de Dixine date du 23 septembre. D'accord. Et la réponse, vous étiez parvenu quand? Bon, je pense que le 24 ou le 25 septembre. D'accord. Et en substance, qu'est-ce qu'on disait dans cette lettre-réponse? Bon, pour la mairie, que le stade n'est pas dans leur juridiction et qu'ils ne peuvent pas prendre des dispositions à cet égard, conformément à notre demande. Et comme dans notre lettre, nous avions demandé à ce que la mairie prenne les dispositions pour assurer la sécurité des manifestants, ils ont rajouté
il ne dispose pas de forces en mesure de sécuriser la population et les manifestants. Et le ministre des Sports, est-ce que vous avez également adressé un courrier? Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de réponse à notre courrier, parce que les deux courriers étaient partis en même temps. D'accord. Et au stade, vous avez bien vu M. Toumba? Oui, dès qu'ils sont venus, c'était frappant, puisque c'était lui qui a donné des instructions pour que nous descendions des gradins pour aller au niveau de la pelouse. Il était accompagné par des militaires? Bon, il y avait des militaires qui étaient à côté de lui, mais bon, 13 ans après et maintenant, avec tout ce que nous avons entendu, pour ne pas avoir l'air de tricher par rapport à ce que j'avais vu à l'époque, on ne pouvait pas les distinguer. Bien, est-ce qu'il était armé? On n'a pas remarqué ça aussi? Non, non, je n'ai pas cherché à vérifier. Est-ce que vous l'avez vu tirer sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. D'accord. Et M. Tchekbro, est-ce que vous l'avez vu tirer aussi sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. Vous dites que c'est lui qui vous a aidé à sauver El Hadj Cellou? Oui, bien entendu, c'est lui qui nous a sortis de ce pétrin, parce que s'il n'était pas venu à ce moment-là, je me pose la question de ce qu'on serait devenu. Et est-ce que M. Toumba a également mis des leaders dans sa voiture? Bon, il a pris tous les autres, il les avait amenés avec lui. Nous, on est restés derrière parce que El Hadj Cellou était par terre et je ne pouvais pas l'abandonner. D'accord. Est-ce que vous avez vu des machettes, des flèches, des gourdins? C'était difficile à dire puisque tous nous avons bénéficié, entre guillemets, de circonstances plus ou moins, j'allais dire, exceptionnelles. En dehors des coups que nous avions reçus, nous ne pouvons pas attester de ce qui s'est passé par la suite à l'intérieur du stade, dans la solitude, mais on a vu qu'il y avait par la suite beaucoup de personnes qui étaient blessées et les récits que nous avons enregistrés étaient macabres. Mais de visu, je ne peux pas dire que j'ai vu des gens, en dehors de ce que je viens de déclarer tout à l'heure, des gens armés de coupe-coupe et de nous. On était dans d'un espace qui était loin du grand monde. Donc, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens, des gens qui étaient habillés en t-shirt, genre Chelsea et autres? Bon, sur le coup, on a vu des gens avec des espèces d'uniformes qui n'étaient pas du tout conformes avec l'allure de ce que les forces de défense et de sécurité doivent porter. Bon, il y avait des civils, donc ceci et ceux-là qui nous poursuivaient pour nous asséner de coups avant l'arrivée du colonel Tibourou. Bien, vous dites au camp Samori, vous avez vu un camion militaire qui était venu, mais vous n'avez pas pu voir l'intérieur. Oui. Mais ça m'a tiqué. Un camion était quand même venu. Oui, c'était comme si les parois étaient très hauts, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il avait garé à quel niveau précisément? Dans l'espace qui mène au dispensaire du camp Samori. Il y avait beaucoup de militaires autour. Bon, dès que le camion s'est garé, j'ai l'impression que c'était comme s'il n'y avait pas quelque chose de particulier. J'ai simplement vu un militaire essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et après il est redescendu et voilà. Il vous a quand même semblé qu'il y avait non, ça quelque chose à l'intérieur? Ça m'a semblé bizarre. D'accord.
Et que savez-vous des cas de disparition, d'esclavage sexuel, puisque vous étiez dans le mouvement? Qu'est-ce que vous avez appris à propos de tout cela? Bon, j'ai appris énormément de choses, des récits très tristes, des gens qui étaient enfermés au camp Macambo et qui sont restés longtemps, dont certains étaient des militants. Et le récit était très douloureux. Et d'autres, il y a au camp Alpha Yaya, il y a des personnes enfermées dans les conteneurs. Bon, il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Donc, à travers tous ces récits, tous ces témoignages, vous croyez qu'il y a eu effectivement des disparus? Oui, parce qu'il y a certains filles victimes d'esclavage sexuel. Bon, parmi les filles que nous avons pris en charge, vous savez, il y a des choses que des fois les personnes, par pudeur, n'aiment pas raconter, mais a priori, on avait entendu qu'il y avait des personnes séquestrées dans ce sens. Et pour vous, ces massacres-là, quel est le mobile réel? Pourquoi il y a eu ces massacres? Bon, c'était une forme d'intimidation pour semer la terreur, et peut-être que est-ce que ceci était fait spécialement pour la manifestation, ou bien est-ce que ce qui était dans une certaine mesure, ça c'est une analyse, est-ce que ce n'était pas une confrontation entre différentes forces militaires qui étaient en train de se préparer? Et donc la manifestation du 28 septembre, avec la répression qu'elle a endurée, je pense, a fait que beaucoup de choses qui étaient prévues, planifiées, n'ont pas pu se faire, et ça a détourné l'action vers une autre dynamique. Bien. Est-ce que vous avez eu vent des différentes réunions qui s'étaient tenues au niveau de la hiérarchie militaire bien avant ces événements du 28 septembre? Personnellement, je n'étais pas informé de cela. Je n'ai pas appris qu'il y avait ce genre de réunion, mais je dois dire que je m'intéressais peu à ces aspects. Sinon, on risquait d'être, comment on appelle ça, intimidé, ou parce qu'on sait comment les choses se passent. On vous fait croire qu'il y a des choses qui se préparent parce que, dans le but de vous déstabiliser. Et personnellement, j'étais focus sur l'organisation de la manifestation proprement dit. D'accord. Au cours de cette matinée du 28 septembre, il avait plu, hein? Oui, il y avait une fine pluie, mon inquiétude, c'était que la pluie soit suffisamment forte, parce que en 92, le fait que, à ce moment-là, pour la conférence Nations souveraines, que beaucoup de responsables se soient débinés à la dernière minute, ont impacté de manière sérieuse la lutte politique, parce que de 92 à 2004-2005, c'est comme si c'était un ectoplasme plat. Il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus de contestations. Et pendant de toute cette longue période, on disait tout ce qui se fait en Guinée est possible. Toute revendication démocratique, s'il n'y a pas un soutien populaire, c'est comme si vous êtes dans les nuages, vous voulez amener ce pays, cette société, vers plus de démocratie. Mais vous voyez, rien ne se passe, la population est atteinte d'une telle apathie, et c'était l'inquiétude que le 28 septembre 2009
qu'on se retrouve encore dans cette situation, parce que si cela se passait comme ça, j'avoue qu'on en aurait encore pour des dizaines et des dizaines d'années dans une situation de léthargie démocratique et de recul dans tous les domaines. D'accord. Vous dites que vous avez reçu un coup au niveau de la tête. Vous avez pu dévisager la personne? Non, non. C'était un militaire, c'était un béret rouge? Bon, vous savez, dans cette brouhaha, dans cette touille-bouille, je n'ai pas pu distinguer, je n'ai même pas vu venir le coup. Tout simplement, j'ai su que j'ai reçu un coup sur la tête. J'étais sonné, mais j'avais gardé heureusement toute ma lucidité. D'accord. Nous revenons à la clinique Ambroise Paré. Ce sont deux militaires qui étaient venus avec des grenades. D'accord. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pu les identifier? Bon, je n'ai pas pu, et puis il n'y a jamais eu l'occasion, au moment où la mémoire était fraîche, de savoir c'était qui. Mais je sais que le colonel Thieboro sait de qui il s'agit, puisqu'ils sont du même corps, du même milieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos de celui qui avait proféré des menaces? Non, ils ont indiqué, puisque déjà la cellule était sur le brancard à l'intérieur et que les médecins s'affairaient, il leur a dit, si vous ne les sortez pas, ils vont jeter des grenades à l'intérieur de la clinique. En ce moment, le colonel Thieboro était là? Il était là, oui. Et Toumba aussi était là? Non, je n'ai pas vu le commandant Toumba. Il n'était pas présent en ce moment? Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. D'accord. Et qui donc avait envoyé ces leaders-là à la clinique Ambroise Paré? Puisque quand vous arriviez, ils n'étaient pas là. Je sais que le colonel, le commandant Toumba Diakité, c'est lui qui a pris en charge tous les autres leaders, excepté M. Dallet et moi-même. Mais les leaders, eux, ils étaient là à l'intérieur de la clinique? Non, on ne les a pas rencontrés là-bas. Parce que pour moi, le colonel, le commandant Toumba était parti depuis... la notion du temps me fait défaut lorsque j'y repense, mais ils étaient partis bien avant. Je veux savoir, ces leaders-là qui étaient venus avant vous à la clinique, n'est-ce pas? Ils étaient à l'intérieur de la clinique? Ils n'étaient pas à l'intérieur de la clinique. Ils étaient au dehors? Je ne les ai pas vus. D'accord. Seulement, vous avez vu les deux militaires qui sont arrivés? Oui. Et le colonel Thieboro était là? Oui. Merci bien. Au stade, vous avez vu des femmes violées, des filles violées? Pour cela, la seule femme que j'ai vue, c'était celle au niveau de l'esplanade qui était entourée par des hommes en uniforme et qui cherchaient à la dévêtir, et elle se débattait pour protéger sa nudité. C'est le seul cas que vous avez vu? Oui, parce que... Oui, vous n'avez pas vu des corps? Non. Vous n'avez pas vu des blessés? Bon, nous étions blessés, mais... Hormis vous? C'était difficile parce que vous apercevez du monde, des gens qui courent. Peut-être certains sont tombés. C'était le sauve-qui-peut? Oui, c'était le sauve-qui-peut général. Et nous, est-ce que nous avons fait l'arrivée du commandant Toumba Diakité et notre sortie du stade? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? C'est difficile de se prononcer, mais je sais que d'autres sont restés là-bas des heures durant, et avec tout ce qui a pu se passer pratiquement dans la solitude. Vous dites que le président Jean-Marie vous disait qu'il avait reçu des menaces lorsque vous étiez arrivé chez lui. Lorsqu'on est arrivé le matin, il n'avait pas l'air de vouloir aller au stade. Vous avez compris qu'il avait reçu des menaces? C'est ce qui était très probable, mais nous avons estimé, pour ne pas rééditer nos échecs de 92,
c'était de le laisser là-bas avec un ou deux autres responsables. Je veux juste savoir ce passage. Vous avez compris quand même qu'il avait reçu des menaces, n'est-ce Oui, pas? parce que M. Sidia Touré avait confirmé que lui, il avait reçu des appels. Alors pour vous, est-ce que ce n'était pas des prémices de ces massacres-là? Non, ce n'était pas possible de penser que cela allait être possible. Donc au moment où vous alliez au stade, vous n'aviez jamais compris qu'il y aurait eu des massacres? Non, parce que d'autant plus, comme ministre de la Réconciliation nationale, le massacre du 22 janvier 2007, nous avions organisé une espèce de forum national où l'institution militaire était venue présenter ses excuses à la nation pour dire que plus jamais des choses de ce genre ne vont pas se répéter. Et malheureusement, ça c'était au mois d'août 2008. Par la suite, nous avons su que cette forme de justice transactionnelle n'était pas suffisante pour empêcher des expressions de massacre aussi dramatiques et tragiques comme celui du 28 septembre. Bien. Et le fait que nous n'avons pas eu le procès plus tôt a encouragé encore la réédition de ce genre de massacre un peu partout à l'intérieur du pays. Est-ce que la population civile portait sur elle des armes? Non, parce que c'était une exigence formelle de venir sans qu'il y ait toute confusion autour de ça. C'était une manifestation purement pacifique. Vous n'avez vu personne armée, parmi la population civile? Parce que même lorsque le matin on allait vers le stade, j'ai rencontré un jeune qui avait un sachet. Je me suis arrêté pour lui dire qu'est-ce qu'il a dans son sachet. Ça, c'était même loin du stade. C'était au niveau de Dixide, un peu à côté de comment on appelle ça, de la pharmacie. Mais comme c'était convenu, il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer que des gens pouvaient transporter des armes blanches ou toute autre chose. D'accord. Et pour vous, ces massacres-là, est-ce qu'ils ont été spontanés ou bien ils ont fait l'objet d'une préparation minutieuse pour vous? Bon, c'est un peu compliqué, mais déjà, le fait d'ouvrir le stade, pour moi, c'était un élément qui n'était pas normal. Oui, cette question, elle est importante. Pour vous, parce que comme je l'ai dit, vous êtes en amont, vous êtes en aval. Oui. Pour vous, ce que vous avez constaté au stade, est-ce que ça pouvait vous faire dire que c'était spontané, c'est-à-dire les gens ont appris que vous étiez mobilisés au stade, ils sont venus pour réprimer, ou bien ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir réprimer cette manifestation-là? Bon, comme je ne suis pas au courant mais le fait que le portail du stade soit ouvert, pour moi, était un élément qui sentait un piège qui allait se refermer autour des manifestants. Mais comme la situation s'est présentée, on n'y pouvait rien parce que c'était une foule qui nous a transportés, enthousiastes, croyant que le fait d'entrer dans le stade était une victoire en soi. Intérieurement, lorsqu'ils m'ont porté, j'étais inquiet du fait qu'on rentrait dans le stade. Mais bon, on n'y pouvait plus rien. D'accord. Et merci bien. Merci. Merci beaucoup. Cheba, pour finir, je vais à mon tour vous poser des questions de précision. Il est vrai que ça fait assez de temps, 13 ans, la mémoire peut ne plus être fidèle. Vous ferez l'effort nécessaire de vous souvenir de
des points les plus saillants par rapport aux questions que je vais vous poser. D'autant plus que vous appartenez à une formation politique et vous aviez créé au même moment le Forum des forces vives et vous étiez membre actif, c'est ce qui vous a valu d'être désigné par tous au beau monde comme l'organisateur principal de la manifestation du 28 septembre, que vous avez voulu pacifique et qui s'est soldée par cette tragédie malheureuse que nous avons connue. Alors, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, vous aviez reçu, peu après les événements du 28 septembre, des familles qui vous ont indiqué qu'ils n'ont pas vu les leurs au stade, qui étaient partis tôt le matin pour le stade du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009? Bien. Bon, l'expérience, pour remettre tout ça dans le contexte, l'expérience du ministère de la Réconciliation nationale par rapport à la tragédie du 22 janvier 2007, où nous avions cherché à prendre contact avec les victimes, leurs proches. À mon niveau personnel, le vide de documentation lié au 22 janvier 2007 m'a amené en tant qu'organisateur de la manifestation du 28 septembre 2009 immédiatement à prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une documentation des listes des personnes qui ont disparu, des personnes qui sont mortes, des blessés, pour préparer, en cas de nécessité, disons, des procès ultérieurs. Et je pense que ce travail a beaucoup aidé aux travaux de la Commission internationale nationale d'enquête. Il y avait beaucoup de disparus, puisqu'il y avait même une association qui avait été mise en place pour le cas des disparus. Ah, mon commandant, commandant Toumba, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos deux assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires,
l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé et de l'assertion d'un grand monsieur. Je vais faire autant. Je crois parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons, Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui, à propos de l'erreur judiciaire, disait ceci. L'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe. Elle porte un nom, l'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions ont existé. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel a été invoqué ici contre lui avec des preuves à l'appui? Comme quoi il serait l'auteur de ces faits? Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue, le meurtre commis avec préméditation,
ou guet-apens constitue un assassinat, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer. En train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viol, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats,